Rencontre à Dakar au Sénégal entre le président du Conseil national de transition et les Maliens établis au pays de la Teranga. Une rencontre tenue en marge de l'investiture du nouveau président sénégalais. Le colonel Malick Diaw a échangé avec ses compatriotes sur leurs préoccupations. Mali Météo indique que 2024 va battre le record de l'an dernier en termes de température les plus élevées. Elle pourrait monter jusqu'à 47 degrés, une situation très éprouvante pour la population et encore plus pour les musulmans maliens qui observent en ce moment le jeûne. Barakissa Ouattara nous informe sur les attitudes à adopter. La forte chaleur et ses conséquences, les vendeurs de fruits en savent quelque chose. La température élevée est un frein à la bonne conservation des fruits et ce qui engendre beaucoup de pertes pour ces vendeurs. Comment s'en sortent-ils? La réponse avec Souleymane Sidibé. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi, jour du Conseil des ministres, avec moi Ibrahim Djombeli. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, salut Matandao. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications, Ibrahim. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du comité interministériel de sécurité routière. La problématique de la sécurité routière revêt un caractère préoccupant dans notre pays. En effet, entre 2017 et 2022, il a été recensé 58 615 cas d'accidents de la circulation ayant occasionné 54 892 blessés et 4 119 tués. Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement a pris diverses mesures pour renforcer la sécurité routière et minimiser les impacts négatifs de ce fléau sur la population et l'économie nationale. Et ces mesures se sont traduites notamment par l'institution de l'audit de sécurité routière d'une semaine et des journées nationales dédiées à la sécurité routière, la construction et la réhabilitation d'infrastructures routières sur l'ensemble du territoire national, la formation des agents, la sensibilisation des usagers de la route et le renforcement du contrôle routier, l'adoption de la stratégie nationale de sécurité routière pour la décennie 2021-2030. Malgré la mise en œuvre de ces mesures, des insuffisances ont été révélées lors de l'examen des capacités de gestion et de coordination de la sécurité routière. Le caractère transversal de la gestion de la sécurité routière fait ressortir le besoin d'une collaboration plus étroite entre les parties prenantes des différents secteurs pour atteindre les résultats attendus en termes de réduction du nombre d'accidents de la route et du taux de mortalité qui en résulte. En vue de pallier ces insuffisances, la stratégie nationale de sécurité routière prévoit la mise en place d'un organe de décision au plus haut sommet pour décider des orientations prioritaires et donner l'impulsion nécessaire à l'amélioration de la sécurité routière. Le projet de décret adopté consacre la création du comité interministériel de sécurité routière avec pour mission de déterminer les orientations de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages dans le cadre du Hajj 2024. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Égyptaire Calis Voyage SARL pour un montant de 2 980 204 000 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 2 mois. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles à travers notamment la maîtrise des programmes de vol. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation des statuts modifiés de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM Mali SA. La Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a pour objet la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés. Son statut
Ces statuts ont été adoptés par le décret numéro 20-22-07-23 PTRM du 23 novembre 2022. Pour renforcer la gouvernance de la société, il est apparu nécessaire de prévoir la nomination d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement des anciens bâtiments de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en arts, métiers et animations socioculturelles créé en 1933 sous le nom de la Maison des artisans soudanais. Et de sa création à nos jours, l'Institut a formé plusieurs hommes de culture, de célèbres artistes et hommes de médias. Les difficultés d'accessibilité, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu nécessaire la délocalisation de l'établissement dans la zone aéroportuaire de Bamako. De style néo-soudanais, les anciens bâtiments de l'Institut national des arts construits sur la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 1752 de la commune 2 du district de Bamako sont inscrits depuis 2009 à l'inventaire du patrimoine culturel national. Les anciens bâtiments de l'Institut font aujourd'hui partie du patrimoine matériel urbain de Bamako. Ils sont les témoignages de la mémoire collective et jouent un rôle important dans la constitution du paysage urbain contemporain. Le projet de décret adopté consacre le classement des anciens bâtiments de l'Institut national des arts dans le patrimoine culturel national en vue de renforcer sa protection juridique. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique est prévue les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, en République de Gambie. L'Organisation de la coopération islamique a pour vocation le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les États membres, la protection des droits et intérêts du monde islamique, ainsi que le soutien au peuple palestinien. Elle compte 57 États membres, y compris le Mali. Le 15e sommet islamique, placé sous le thème « Renforcer l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable » vise à réaliser la quête de paix globale, de stabilité, de développement durable, de sécurité, de prospérité, de compréhension et d'unité entre les pays musulmans face aux défis liés à la propagation du terrorisme, de l'extrémisme violent et de l'islamophobie qui affectent la Oumma islamique. Elle sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner la mise en œuvre des décisions de la 14e session tenue en 2019 en Arabie Saoudite et de renforcer l'unité de la Oumma islamique autour de sujets d'intérêt commun, notamment la situation en Palestine. Pour le Mali, ce sommet sera une opportunité pour faire le point des avancées réalisées dans le cadre du processus de transition et mobiliser davantage le soutien de l'organisation à notre pays. Il permettra également de renforcer la coopération bilatérale avec de nombreux partenaires membres de l'organisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur. La session stratégique Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde en mutation s'est tenue du 19 au 26 mars 2024 à Moscou, en Russie. Cette rencontre s'est tenue sous la présidence du vice-ministre des Sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie en présence des délégations de 4 pays africains, à savoir le Mali, le Niger, la Guinée et le Burundi, et des responsables de plusieurs universités russes. Au cours de cette rencontre, chacun des pays a présenté sa vision de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et formulé des propositions concrètes. Le Mali estime essentiel de créer un enseignement supérieur orienté vers la professionnalisation et la formation de scientifiques de haut niveau afin de relever le défi de l'innovation.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré les principaux responsables et des universités intervenant dans les secteurs prioritaires pour le Mali. Au cours de ces rencontres, il a été convenu de concevoir des programmes de formation bénéfiques pour les deux parties dans le cadre de la mobilité des étudiants et des enseignants. Un accord de coopération a été signé avec l'Université fédérale de Saint-Pétersbourg dans des domaines clés tels que la formation des cadres et le transfert de technologies. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, informé le Conseil des ministres, a de l'organisation du tournoi international de l'amitié U18 filles et garçons en basketball ici à Bamako. Ce tournoi international de l'amitié U18 avait pour objectif de donner une opportunité de préparation aux sélections nationales U18 filles et garçons qualifiés respectivement pour la Coupe du Monde et l'Afrobasket de leur catégorie et de redynamiser la relation d'amitié entre les pays participants par le sport. Il a regroupé le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Tunisie. Au terme de la compétition, le Mali s'est classé champion du tournoi en filles et garçons et s'est adjugé le trophée de meilleure révélation en filles et de meilleure marqueuse. Le trophée de meilleure révélation en garçon est revenu à la Guinée, tandis que ceux du meilleur marqueur et du fair play ont été remportés par la Tunisie. Le tournoi a permis aux athlètes et alors encadreurs de nouer des relations de fraternité et d'amitié. Les participants ont décidé de mettre en place une plateforme pour continuer les échanges et partage d'expériences. Ils ont fortement recommandé l'institutionnalisation du tournoi et son ouverture à d'autres pays. De l'inauguration du stade Mamadou Konaté et du stade Omnisport de Kita les 15 et 30 avril 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la transition, chef de l'État, le ministère en charge des sports a entrepris des travaux de rénovation de certains stades, dont le stade Mamadou Konaté et le stade Omnisport de Kati. Ces travaux de rénovation ont pour objectif de mettre ces infrastructures aux normes internationales en vue de répondre aux besoins des sportifs de haut niveau et de promouvoir le sport de masse. Ils ont concerné la rénovation des clôtures, des bâtiments principaux, des pelouses, des gradins, de terrains multifonctionnels. De nouveaux bâtiments pour l'administration ont été construits dans les deux stades composés de plusieurs bureaux, d'une salle de réunion, de deux salles VIP, d'une billetterie et d'une salle technique. Le ministre de l'Agriculture a informé les conseils des ministres de l'organisation de la cérémonie de lancement officiel des opérations de terrain de recensement général agricole. Le recensement général agricole a pour objectif d'obtenir, suivant les normes internationales, des statistiques agricoles fiables, les données fondamentales du secteur rural qui serviront de repères aux estimations futures. Les travaux préparatoires du recensement ont pris fin avec la réalisation des activités suivantes: la finalisation des outils et de l'application, la réalisation du recensement pilote, la formation des superviseurs nationaux et régionaux, des contrôleurs chargés de la gestion informatique des données, des agents recenseurs et des chefs d'équipe. L'opération mobilisera 6195 agents contractuels, dont des recenseurs, des chefs d'équipe, des contrôleurs et des agents recenseurs pour le cheptel, transhumant et nomade. Le lancement officiel qui marquera également le démarrage effectif des travaux de terrain par les organes de gestion de l'opération aura lieu le 15 avril 2024 ici à Bamako. B. De la tenue de la 16e réunion du bilan programme régional de production intégrée du coton en Afrique à Bamako du 22 au 25 avril 2025. Le programme régional de production intégrée du coton en Afrique est une association sous-régionale africaine qui regroupe 8 pays producteurs de coton de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad et le Togo. La réunion bilan de cette année enregistrera la participation des représentants des instituts de recherche des sociétés cotonnières, des associations interprofessionnelles, des organisations de producteurs de coton des pays membres du programme, ainsi que des représentants des organisations sous-régionales et internationales et des firmes agropharmaceutiques venant du monde entier.
Les pays membres, en conjuguant leurs efforts dans une approche régionale, s'efforcent de trouver les meilleures stratégies de gestion intégrée de la production du coton en Afrique. Dans cette perspective, des activités de recherche et de vulgarisation sont menées chaque année dans les différents pays par les structures de recherche et de développement afin d'assurer la résilience des filières cotonnières africaines fragilisées par les changements climatiques et les mutations de l'environnement de production. Les résultats attendus de ce forum sont des propositions techniques pour une gestion durable de la productivité de la filière cotonnière africaine, la proposition de nouvelles méthodes de lutte contre les ravageurs plus efficaces, économiquement durables, moins nocifs ou plus respectueux de l'environnement, et des propositions pour une meilleure gestion de la fertilité des sols et l'amélioration des variétés et l'établissement de partenariats entre la recherche, les sociétés cotonnières, les partenaires techniques et financiers et les firmes agro-pharmaceutiques. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de l'élaboration de la stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement et son plan d'action 2024-2026. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle est engagé dans un processus d'élaboration d'un document stratégique national d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement assorti d'un plan d'action. L'objectif général de la stratégie est de prendre en compte l'impact du retrait de l'aménagement sur la perte d'opportunités d'emploi et de formation, la fourniture des services sociaux de base en synergie avec les différentes politiques et stratégies nationales de développement du pays. Le document élaboré suivant un processus inclusif a été partagé au cours d'un atelier qui s'est tenu le 12 décembre 2023 ayant regroupé l'ensemble des départements ministériels et des acteurs concernés. B. Du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a mis en place le programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Le programme a bénéficié du soutien technique du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, du ministère en charge de la jeunesse, des associations de la diaspora en France, en Italie et en Espagne. L'objectif visé est d'identifier et de mobiliser les compétences de la diaspora dans le domaine de la formation professionnelle pour favoriser l'autonomisation et l'employabilité des jeunes. Le programme est articulé autour de 4 composantes et comprend une phase pilote. Cette phase pilote a déjà enregistré des succès encourageants avec la mobilisation d'experts maliens en provenance des pays d'Europe pour former des jeunes femmes dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Le programme prévoit également la mise en place d'une plateforme digitale et permettra de disposer d'une banque de compétences de la diaspora dans des domaines différents riches et servira d'un canal de communication entre la diaspora et le programme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des principales conclusions de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UMOA tenue à Dakar le 28 mars 2024. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a abrité la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2024. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a abrité la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2024. Oui, ça on l'a dit, le Conseil des ministres a examiné la situation économique, financière et monétaire de l'Union en relation avec la conjoncture internationale peu favorable. L'activité économique est restée dynamique au quatrième trimestre 2023 avec une progression de 5,7% du produit intérieur brut réel en rythme annuel. Le taux d'inflation au sein de la zone est ressorti à 3,7% en 2023 entre 7,4% contre 7,4% en 2022. Au regard de ce qui précède, le Conseil des ministres de l'UMOA a salué les résultats et perspectives encourageants
dans la zone. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la proclamation des résultats des concours d'entrée au centre de formation pratique forestier Colonel Jean Djigui Keita de Tabakoro. Les concours d'entrée au centre de formation pratique forestier Colonel Jean Djigui Keita de Tabakoro se sont déroulés les 6 et 7 janvier 2024 dans les centres d'examen de Kai, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. Le nombre de candidats ayant pris part au concours est réparti comme suit: 4289 candidats pour le compte du cycle des agents techniques des eaux et forêts, 3988 candidats pour le compte du cycle des techniciens des eaux et forêts, 28 candidats agents techniques des eaux et forêts pour la sélection sur dossier du cycle des techniciens des eaux et forêts. Après correction, le classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 a permis de retenir conformément au nombre de classes de places ouvertes 50 candidats pour le cycle des agents techniques des eaux et forêts, 40 candidats pour le cycle des techniciens des eaux et forêts, 10 candidats agents techniques retenus sur dossier pour le cycle des techniciens des eaux et forêts, une liste d'attente pour chaque catégorie. La proclamation des résultats des 10 concours prévus pour le 5 avril 2024 permettra au centre d'accueillir un nouveau contingent pour la formation initiale et continue en matière de protection et de gestion des ressources naturelles. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la cérémonie de passation des témoins de la Biennale artistique et culturelle de la région à la région de Tombouctou. Après plus de 10 années d'interruption, la Biennale artistique et culturelle du Mali a marqué son retour avec l'édition de Mopti qui s'est tenue du 6 au 16 juillet 2023. Et cette reprise s'inscrit dans la vision du président de la transition, chef de l'État, de faire de la culture le socle de la refondation de l'État, le ferment et le ciment de l'unité nationale, de la paix et du vivre ensemble des Maliens nécessaires pour un développement harmonieux et durable de notre pays. Pour permettre à la région haute de prendre l'organisation en main, il est traditionnellement procédé à la passation de témoins au cours d'une cérémonie consacrant la remise solennelle de la mascotte de la Biennale artistique et culturelle. C'est dans cette perspective que le ministère en charge de la culture organisera à Tombouctou la cérémonie de passation des témoins qui marquera le début des préparatifs de l'édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 21e session ordinaire du conseil d'administration du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide qui s'est tenu à Cotonou au Bénin. C'était le 28 mars 2024. Le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide est une organisation intergouvernementale créée en 1991. Il comprend 8 pays membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Togo. La 21e session de son conseil d'administration s'est tenue le 28 mars 2024 sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Après analyse du rapport de la 23e session du comité des experts, le conseil a adopté les différents rapports et le budget soumis à son examen, proposé la Guinée, le cas échéant, le Burkina Faso pour l'organisation de la 22e session ordinaire du conseil d'administration. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Un peu marathon quand même. Bonne suite du journal. Merci. Et surtout, bonne suite de Ramadan. Merci. Dans une atmosphère caniculaire tout de même. Ah oui, hein, c'est pénible. Merci. On s'accroche. Merci Ibrahim.
Hors du Mali, hier, le président de la transition était représenté par le colonel Malick Diaw à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le président du CNT a saisi cette opportunité pour s'entretenir avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement sur place. Il a notamment échangé avec le président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. Colonel Malick Diaw a rencontré aussi son homologue du Burkina Faso, Ousmane Bougouma. L'on note aussi son entrevue avec le président de la transition de Guinée, général Mamadi Doumbouya, et son entretien avec le premier ministre marocain, Aziz Akanouche. À toutes ces personnalités, le président du CNT n'a pas manqué de passer le message d'amitié et de fraternité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Toujours à Dakar, le président du Conseil national de transition à l'écoute des Maliens établis au Sénégal. En marge de l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, le colonel Malick Diaw a rencontré ses compatriotes. Les échanges ont porté sur leurs préoccupations et la situation du pays. Des échanges suivis par nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. L'exercice est devenu une tradition pour les autorités de la transition, prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Le président du Conseil national de transition, en déplacement à Dakar pour l'investiture du nouveau président sénégalais, ne déroge pas à la règle. Au centre des échanges, la situation du pays. Les Maliens résidant au Sénégal, par la voix de leur président, appellent à la lutte contre la désinformation sur le Mali et réitèrent leur soutien à la transition. Même réaction des étudiants et stagiaires maliens à Dakar qui, à travers leur porte-parole, lancent un message à leurs camarades et aux autorités du pays. Comme l'a dit notre président, monsieur le colonel Assimi Goïta, si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Alors, moi, en tant que président et au nom de tous les étudiants maliens ici au Sénégal, je donne une réponse qui dit, nous, les étudiants qui sont là, nous n'allons pas échouer. Plusieurs sujets d'actualité sont abordés au cours de cet échange direct entre le colonel Malick Diaw et ses compatriotes. Occasion pour lui et le ministre en charge de la diaspora de rassurer et d'apporter des réponses claires sur certaines questions relatives au déroulement de la transition. Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Aïrayaye, Annana, Okumumi Kononala. Donc, Ako Angana Segi Chogoshila, Alna Kera Miniti Kile, Fangana Ansenjo, Kafoli, Kakafoli Lase Auma. Ibe Koka, Ebe Mali Jorokateme, Mali de Munube Kononala, parce que Munube Kononala avec Akolunyana. Ako Mali Kobe Chogomina Bi. Mɔgɔ caman bɛ ka Mali problème ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka nana ye fɛn dɔ kan fɛn min tɛ Mali kɔnɔna ye fɛn min bɛ jatigɛ wale se mɔgɔw ma u kunnafoni ɲinitɔlɔ donc o de la a ko an yɛrɛ ka na foli kɔfɛ ka hakililasigi di aw ma k'a fɔ an ɲɛna Mali bɛ yen baasi tɛ Mali la Mali bɛ tagasira min kan malidenw ka laɲini de don tant que aw jɔlen don Mali autorités kɔfɛ Mali tɛ siga donc o hokumu kɔnɔ ko caman bɛ ka kɛ Mali la ka taa lakana sira fɛ gɛlɛyani dɔw bɛ sɔrɔ a la mais jamana ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ an ɲɛna ko o tɛ ba ko la mais ko ɲɛ kana sɔrɔ gɛlɛya la k'o de ye kuma jugu ye k'a ka da autorité la wa ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ka da kan gɛlɛya minnu bɛ yen bi Mali kɔnɔ ko transition n'a gɛlɛya ma na wa an b'a minɛ ka solution di maliyɛnw ma ni Ala sɔnna ma ko kɛlɛ in bɛ ka kɛ an t'a kɛ an yɛrɛ kama a ko ko m'o fana lase k'an k'an kun kɔrɔta an den ni an dɔgɔnin minnu bɛ yen k'an k'an miiri olu la ko walasa an ka ɲinifɛn an ka se k'a kɛ sɔrɔfɛn k'a bila an kɔ ɲɛ transition in sɔrɔsi transition tɛ politique transition tɛ malien transition de don ni kuma jara n'an b'a fɔ Mali yɛrɛ an ɲɛ tɛ Mali la maliyɛnw bolo bilen an kun ɲɛ bɛ Mali yɔrɔ dɔ de la mɔgɔ wɛrɛw bolo u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ. Dans un contexte régional et international agité, le président du CNT n'a pas manqué de rappeler l'excellence des relations entre Bamako et Dakar. Wele blala Malima ko Mali kana se am bi a fɔ cogo min na
an bɛ jamana min kɔnɔ an balimaw don an teriw don ko caman kɛra ɲɔgɔn fɛ depuis bien avant l'indépendance donc an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ni n ko kɛlɛ mɔgɔ min hakili tɛ yɔrɔ jan ye o b'a kɛ kɛlɛ mais hakilina kɛlɛ don donc o kɛlɛ kɔnɔ an ka tagabolo dɔ ye kelen o ma daminɛ bi o daminɛna depuis kunu donc o de la u y'a yamaruya an k'a yira diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw la min bɛ Sénégal ni Mali cɛ o hokumu de la an sera yan nɔ. Nous avons tenu à venir saluer la communauté malienne au Sénégal et leur transmettre un message du président de la transition. Message qui consiste à leur dire que le peuple, les autorités de la transition pensent à elles, de les informer de l'évolution politique du pays, de l'évolution des différentes réformes et surtout de rester mobilisés et engagés pour accompagner les efforts qui sont en train d'être faits pour la souveraineté du pays, pour la réussite des réformes et pour la réussite de toutes les initiatives entreprises aujourd'hui. Nous sommes très heureux de voir que c'est une communauté très soudée. Au cours de cette rencontre, le nouveau bureau exécutif du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal est présenté. Un bureau présidé par Salia Koulibaly pour un mandat de 5 ans. Ici, au Mali, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation poursuit ses rencontres d'échange et de communication autour de l'initiative présidentielle. C'est déroulé sur la finalité, c'est également sur le déroulé et la finalité de cette initiative. Le président du comité, Ousmane Issoufou Maïga, et son équipe ont rencontré les membres du Haut Conseil des collectivités. Au cours de la rencontre, les échanges ont porté sur l'approche inclusive du processus. Reportage Tamsil Diabaté, Abdoulaye Diarra. Le comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation entre dans sa phase opérationnelle. Pour donc faire de ce dialogue une véritable solution de sortie des crises, Ousmane Issoufi Maïga et ses hommes ont pris leur bâton de paix. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette phase constitue l'âme de fond de cette démarche qui se veut inclusive et participative. Afin que les recommandations et les décisions qui seront issues de ces différentes rencontres puissent refléter les points de vue exprimés et permettre de résoudre définitivement les crises qui ont tant fait souffrir nos populations et se mettre ensemble pour une cohésion nationale afin de bâtir un Mali uni et prospère. Il s'agit au cours de cette phase opérationnelle d'aller vers les institutions de la République afin d'expliciter de long à large le déroulé et la finalité recherchée à travers ces dialogues intermaliens pour la paix et la réconciliation tant attendus. Il est important que vous, qui êtes en contact avec nos populations à la base, vous puissiez vous approprier ces termes de référence et nous faire des suggestions, nous donner des conseils, et afin que vous puissiez aussi participer à la base dans vos différentes communautés, dans vos différentes bases, dans vos différentes communes, n'est-ce pas, au dialogue. Le Haut Conseil des collectivités s'engage à mobiliser sa base pour la réussite du dialogue intermalien au service de la paix et de la réconciliation. Nous sommes des représentants à la base, des représentants au niveau des collectivités, communes et régions. Et à ce niveau également, des restitutions vont se faire. Et l'appel lancé par notre président aujourd'hui va être certainement entendu par l'ensemble des collectivités et pour que effectivement chacun s'implique au niveau de sa base pour que la mobilisation générale des élus des collectivités soit une effectivité. Au cours de cette rencontre, le président et les vice-présidents du Haut Conseil des collectivités ont salué la démarche du comité et l'engagement des autorités de la transition à faire du dialogue intermalien la priorité des priorités. Les œuvres sociales du président de la transition s'étendent à 2 groupes scolaires en commune 6 de Bamako. Il s'agit du groupe scolaire Irimadio Sud et de Dianéguela. Les 2 établissements d'enseignement viennent de bénéficier chacun d'un forage. Batraouri.
Un jour nouveau pour le groupe scolaire Yirimadio Sud situé dans la commune 6 du district de Bamako. Dans cet espace scolaire, l'eau potable était jadis devenue une denrée rare. Cette situation vient de trouver un dénouement heureux car l'école bénéficie d'un forage dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Aujourd'hui est un grand jour, en ce mois béni de Ramadan. Merci à la transition qui a lancé un vaste projet sur l'éducation de qualité. Quelques instants après Yirimadio Sud, c'est au tour du groupe scolaire de Dianéguéla, toujours en communauté du district, de réceptionner son forage. L'eau à l'école, d'abord, ça rend l'école saine. Ça apporte l'hygiène, la santé, la sécurisation de l'école. Ensuite, comme on le dit, l'eau est source vraiment de vie. L'eau est source de réconciliation. Ça va faire en sorte que, ici à l'école, il y ait vraiment entente, non seulement entre les élèves, mais aussi et surtout le corps enseignant et le CGS. De nos jours, près de 300 forages ont été réalisés dans le cadre des œuvres sociales dont la plupart revient aux écoles selon le conseiller spécial du président de la transition. Le président, en faisant ces réalisations, pense en premier lieu aux enfants et aux élèves, parce que c'est eux les bâtisseurs du demain. Le président de la transition a voulu leur apporter de l'eau parce qu'on dit l'eau c'est la vie et puis le premier médicament c'est l'eau. C'est apporter sa solidarité envers les enfants maliens en général et les écoliers en particulier pour qu'on ait des écoles sécurisées, pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, pour que les enseignants puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Les bénéficiaires ont remercié le président de la transition pour ces points d'eau offerts gracieusement. Ils ont promis d'en faire bon usage. Reparlons du dialogue intermalien. Les mouvements syndicaux ont reçu les termes de référence et autres documents y afférents. Les différents intervenants prônent l'équité, la justice sociale et le pardon. Mohamed Kantao, Tchide Kamara. À moins de 2 semaines du démarrage officiel du dialogue intermalien, le comité de pilotage poursuit sa série de consultations. Ce mercredi, ce sont les mouvements syndicaux qui ont reçu les termes de référence et autres documents leur permettant de disposer d'un certain nombre d'informations sur le processus du dialogue intermalien. Le chef de l'État nous a instruits de ne négliger personne et de faire appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, sans exclusif, et de faire en sorte que chacun puisse librement s'exprimer autant qu'il le souhaite, en proposant des solutions qui nous permettent de sortir de ces crises récurrentes que notre pays connaît depuis un certain nombre d'années. Pour le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, le rôle des syndicats est prépondérant dans la recherche de solutions aux maux qui minent le bon fonctionnement de la nation, car représentant toutes les couches socio-professionnelles. 3 membres du gouvernement l'appuient dans la démarche visant à obtenir l'adhésion des centrales syndicales, des syndicats autonomes et du patronat. Participer activement au dialogue intermalien, à faire entendre vos préoccupations et à contribuer à la recherche de solutions pacifiques et inclusives. Ensemble, nous pouvons bâtir un Mali plus fort et plus prospère pour tous ses concitoyens. Depuis que je suis en poste, je me suis attaché à être à l'écoute des syndicats, à les recevoir sur leurs demandes ou sur mon initiative personnelle. Parce qu'il n'y a pas de société qui vive de façon pérenne sans dialogue. Faire venir les centrales syndicales, les syndicats autonomes et les patronats à cette séance d'information est d'une importance capitale. Pour réaliser la justice sociale, dit-on, il faut écouter les masses laborieuses. Pas de justice sociale sans les travailleurs. Si le président de la République commun, le comité, pour écouter l'ensemble des couches sociales du Mali, je dirais sans filtre, les syndicats occupent une place importante dans ce processus. Pacte de stabilité sociale oblige, les responsables des différentes centrales syndicales apprécient l'initiative du gouvernement, mais prônent la justice sociale, l'équité, les pardons et la lutte contre la corruption. Je pense que c'était une première session qui était très importante parce qu'on nous a donné, vous voyez nos classeurs, on nous a donné les TD1,
Donc c'est très important pour tout le monde de comprendre un peu le canevas qu'on va utiliser pour dérouler ce dialogue. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il faut comprendre les objectifs visés et aussi les résultats attendus. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative d'abord d'appeler les syndicats, essayer de les briefer sur les thèmes de référence et essayer de recueillir leurs préoccupations. Parmi les centrales syndicales présentes à ces concertations, on note la CSTM, la CDTM et la CMT. À celles-ci s'ajoutent les syndicats de l'administration territoriale, de la justice, de l'éducation et des collectivités. Actualité des FAMA, les vecteurs aériens ont effectué mardi 2 avril 2024 6 frappes. Bilan des terroristes neutralisés et des matériels de guerre détruits. Le commentaire de Abdoulaye Sakou. 2 avril 2024, sur la base de renseignements, les FAMA ont activé les vecteurs aériens en vue de neutraliser des groupes armés terroristes en mouvement. Ainsi, au total, 6 frappes ont eu lieu, dont 2 à l'Erneb et 4 dans la zone de Douna, cercle de Douanzan. Permis de détruire une importante quantité de matériel de guerre et de neutraliser plusieurs terroristes. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale de la détermination des FAMA à sécuriser les populations et leurs biens. Revenons sur ces images de Dakar. Hier, le président de la transition était représenté par le colonel Malick Diaw à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le président du CNT a saisi cette opportunité pour s'entretenir avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement sur place. Il a notamment échangé avec le président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. Colonel Malick Diaw a rencontré aussi son homologue du Burkina Faso, Ousmane Bougouma. L'on note aussi son entrevue avec le président de la transition de Guinée, général Mamadi Doumbouya, et son entretien avec le premier ministre marocain Aziz Akanouch. À toutes ces personnalités, le président du CNT n'a pas manqué de passer le message d'amitié et de fraternité du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Voilà les images des rencontres du président du CNT à Dakar à l'occasion de l'investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'était hier. Sur les images, les personnalités rencontrées par le président du CNT, le colonel Malick Diaw, à Dakar. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'Organisation météorologique mondiale. Et Mali Météo affirme que toutes les conditions sont réunies pour que 2024 batte le record. En effet, elle avait déjà annoncé un temps très ensoleillé avec des températures fortes les jours prochains qui pouvaient monter jusqu'à 47 degrés. Une situation très éprouvante pour les populations et encore plus pour les musulmans maliens qui observent en ce moment le jeûne. Quelle attitude adoptée par les jeûneurs? On en sait plus dans ce reportage signé Barakissa Ouattara, Alkaou Traoré. Le ramadan bat son plein, et bien la canicule également. Seulement, les deux ne font pas bon ménage et ce sont les musulmans qui en font les frais. Déterminés à respecter cette obligation religieuse, certains fidèles ne manquent pas d'astuces pour se soulager. Le soleil est très intense. Je n'ai pas d'autre choix que m'asperger d'eau. Il est évident qu'il est très difficile de pratiquer le jeûne avec cette chaleur. Mais avec la foi, on arrive à tenir. Malheureusement, les alertes météorologiques annoncées par l'Agence nationale se confirment dans les régions sud du pays. La température journalière la plus élevée a été enregistrée à Nara avec 48 degrés à l'ombre. Cette période caniculaire est pourtant encore là pour un bon bout de temps. Maintenant pour Bamako, la température reste encore à la hausse
et la tendance, je l'ai dit, elle est toujours à la hausse. Et les températures enregistrées pour Bamako dans les jours à venir vont connaître une légère hausse à partir de 42 jusqu'à 44 degrés, pourquoi pas même 45. Le Mali est donc en train d'enregistrer une période des plus chaudes de son histoire depuis 1950. Si les tendances actuelles se maintenaient, 2024 sera sans aucun doute l'année la plus chaude observée. Et aussi les records de température maximale du mois de mars se sont déjà établis dans 7 de nos stations en 2024, dont celles de Bamako, Bougouni, Kéniéba, Kita, Koutiala, San et Sikasso. Les jours chauds consécutifs augmentent également, ce qui augmente la persistance de la période caniculaire. Cette vague de chaleur est bien évidemment due au réchauffement climatique. La partie sud du Mali est soumise à une rentrée de mousson, tandis que la partie nord du Mali, il y a pratiquement la pression elle est un peu hausse là-bas. Donc du coup, les deux combinés font que vraiment la sensation va être forte. Donc, présentement, nous avons affaire avec la manifestation des paramètres météorologiques comme facteur de changement climatique au niveau local. Coïncident cette année avec le Ramadan, cette forte chaleur a des conséquences sur la santé. Le risque de faire un AVC reste très élevé en cette période. Avec cette hausse de la canicule, ça peut provoquer une déshydratation importante, puisqu'on perd beaucoup d'eau. Du fait même que l'organisme va essayer de gérer tout ça à travers le thermostat au niveau de l'hypothalamus, ça va faire que l'organisme va mettre en place des mécanismes de marche et à un certain moment, on va suer abondamment, on va perdre beaucoup d'eau. Et cette hypersudation est un peu délétère puisque ça peut engendrer une déshydratation et également une hypercoagulabilité au niveau vasculaire. Il faudra donc surveiller de près les enfants et les personnes âgées. Au sujet jeûneur, il est impératif de ne pas insister lorsque le corps ne répond pas. Après la rupture, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et prendre beaucoup d'aliments sucrés pour ceux qui ne sont pas diabétiques. En période d'élévation de température liée à la chaleur, il est important que celui qui jeûne puisse s'hydrater après les ruptures devant n'importe quel signe allant dans le sens de malaise, d'éblouissement, allant à des cas graves de syncope. Il est important que nous puissions, si on est en jeûne, rompre le jeûne et aller vers une structure de santé où on peut vérifier un certain nombre de paramètres. Les jours à venir seront également déterminants. Selon l'Agence nationale de la météorologie, il faut s'attendre à des records en ce mois d'avril et à des jours chauds consécutifs. Quant aux acteurs de la santé, ils conseillent d'être à l'écoute de son organisme, de se mettre à l'abri du soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, de porter des habits légers et de privilégier la consommation d'aliments riches en eau. Voilà, il fait chaud, excessivement chaud, et les vendeurs de fruits font face à des difficultés. La forte chaleur est un frein à la bonne conservation des fruits, ce qui engendre beaucoup de pertes. Comment les vendeurs de fruits font pour s'en sortir? Souleymane Sidibé a fait un tour dans quelques marchés de fruits de Bamako. Suivons. Les vendeurs de fruits traversent des moments difficiles en cette période de forte chaleur. Difficile de conserver les fruits comme d'habitude et chacun à son niveau tente de trouver des solutions pour éviter le pire. En cette période de chaleur, nous n'avons pas d'autre choix. Vous voyez ce panier, je mets les papayes dans ça, ensuite je mets les cartons de ciment pour couvrir. Aux côtés de Fanta Sankaré, Abou Konaté amène des conteneurs de pommes de l'Afrique du Sud. En cette période, les pertes sont énormes pour lui. Il faut les conserver avant leur consommation par tous les moyens. Donc maintenant, on est confronté à certains problèmes d'électricité. Ce que vous voyez là, ça là, c'est dans le carton. Quand tu le laisses dans la chaleur, ça chauffe. Plus que ça chauffe à l'intérieur, ça gâte. Bon, au moment de la consommation, quand tu te rendras qu'à l'intérieur c'est gâté, bon, la prochaine fois, tu ne vas pas venir. Tout comme Abou et Fanta, les vendeurs d'oranges et bananes ont le même souci.
Ça fait plus de 20 ans que je vends les oranges, mais cette année, il y a trop de problèmes quant à la conservation de ces oranges. Auparavant, les oranges pouvaient faire plus de 10 jours, mais en ce moment, plus de 48 heures, les gens n'achètent plus. On est confronté à beaucoup de difficultés. Déjà, pendant la chaleur, les fruits ne résistent pas. Surtout cette année, c'est compliqué avec les coupures de courant. Souvent, on peut perdre plusieurs cartons comme ça. Il y a aussi l'aspect des engrais qui décomposent les fruits en cette période de chaleur. Au marché de Médine, les vendeurs de fruits de ce marché ne savent pas comment faire face. Vraiment, cette année, les pertes sont énormes. Personnellement, j'ai été obligé de réduire mon activité. J'amenais les pommes et raisins de plusieurs pays. Mais en ce moment, je ne fais pas d'importation, faute de chaleur. En somme, partout où nous sommes passés, le constat est le même. Surtout cette année, avec la crise énergétique, certains envisagent de surseoir à l'activité en attendant qu'une solution pérenne soit trouvée. La semaine des géomètres experts du Mali aura lieu du 18 au 20 avril prochain au CICB. En prélude à cet événement, les organisateurs étaient devant la presse pour communiquer sur la tenue de cette semaine. Les précisions avec Abdul Karim Kaba. Une première, la semaine des géomètres experts du Mali. Face à des manipulations et méconnaissances des documents et procédures, les géomètres experts n'ont plus de cote auprès de la population. Afin de redorer leur image et jouer le rôle qui est le sien, l'Ordre des géomètres experts du Mali organise sa semaine. C'est avec les difficultés que vous venez d'énumérer que nous avons vu l'opportunité d'organiser cette semaine qui va être une occasion pour nous faire connaître mieux qu'auparavant. Il y en a qui ont étudié la topographie, niveau technicien à l'ESICA. Il y en a qui ont fait niveau ingénieur à l'ENI ou ailleurs. Il y en a qui n'ont rien fait du tout. Mais pourtant, on leur a donné l'agrément. L'occasion est bonne pour le secrétaire général du dit regroupement de détailler le métier de géomètre expert. Le géomètre expert est le technicien auquel la loi réserve le privilège de lever et de dresser à toute échelle les documents topographiques en plan ou en nivellement des biens fonciers en surface et en sous-sol. Pour exercer ces activités en République du Mali, le géomètre expert ou la société d'études doit être de nationalité malienne et doit avoir 21 ans résolus et n'avoir pas subi de condamnation de peine affective. Jouir de ses droits civiques, être titulaire d'un diplôme de géomètre expert, justifié d'une expérience professionnelle ou d'un ingénieur. Des conférences, des ateliers d'échange avec d'autres experts du domaine et des foires d'exposition sont autant d'activités inscrites au programme de cette semaine des géomètres experts du Mali. Notons que le Maroc est l'invité d'honneur de cette initiative. Le ministère de l'Industrie et du Commerce renforce les compétences de ses administrateurs. La formation porte sur le rôle de l'administrateur dans la définition des orientations stratégiques de l'entreprise. Ils sont au nombre de 30 à prendre part à la formation. Benoko Fofana, Mbarakumaïga. Pour une bonne gouvernance des entreprises, il faut impérativement la formation des administrateurs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce entend renforcer les compétences de ses administrateurs en gouvernance d'entreprise. Cette formation leur permettra de jouer pleinement leur rôle et d'exercer correctement leurs responsabilités pendant les différentes sessions des conseils d'administration. Le conseil d'administration est un organe extrêmement important dans la gestion et dans le pilotage de l'entreprise parce que c'est l'organe délibérant. Et en tant que l'organe délibérant, c'est le conseil d'administration qui a en charge d'assurer la définition des orientations stratégiques, de définir le cadre général de gouvernance. Donc voyez-vous que le conseil d'administration est au cœur de la gestion de l'entreprise. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile d'organiser cette séance de formation pour renforcer les capacités de l'ensemble des administrateurs du ministère de l'Industrie et du Commerce dans les différentes sociétés et dans les différentes entreprises pour leur permettre de mieux apprécier, leur rôle, les responsabilités et les obligations
qu'ils ont vis-à-vis de l'entreprise. Il y a la responsabilité de l'administrateur. Quelle est la mission même d'un administrateur? Quelle est la définition de la gouvernance? Quel est le rôle de la gouvernance dans une entreprise? Que ce soit une entreprise ou un établissement public. Ensuite, on va parler de la dimension stratégique de la gouvernance. Et enfin, la dernière dimension, c'est vraiment la maîtrise de la gestion financière. Afin de relever les défis, cette session de formation entamée sera élargie aux autres administrateurs du département, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce. À Sikasso, la Naser lance le forum sur la sécurité routière et prennent part les forces de sécurité de la protection civile et d'autres acteurs de la sécurité routière. La rencontre va recenser les préoccupations des acteurs de la sécurité routière. Hiru Bala Djabati. Selon les statistiques de l'Agence nationale de la sécurité routière, en moyenne, la route tue une personne toutes les 14 heures. C'est conscient de la gravité du phénomène qu'un forum régional sur la sécurité routière est lancé à Sikasso. Il regroupe les cadres de la police, de la gendarmerie, de la protection civile et d'autres acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité routière. Le choix de ces cibles s'explique par la prédominance du facteur humain dans la surveillance des accidents de la route. En effet, les statistiques annuelles moyennes des 5 dernières années révèlent que le facteur humain est le plus impliqué dans les accidents de la route avec 82%, loin devant les défaillances techniques avec 10% et l'environnement routier avec 8%. La réduction des accidents de la route nécessite une mobilisation de tous les citoyens à travers des actions de sensibilisation et d'éducation. Il est de notre devoir collectif de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à ces pertes inutiles. Ce forum représente une opportunité unique pour rassembler les acteurs clés du secteur public, privé et de la société civile afin de partager les idées, des bonnes pratiques et des solutions novatrices pour améliorer la sécurité routière dans notre région. La projection d'un film documentaire sur le témoignage des victimes d'accidents de la route et la remise d'équipements et de médicaments de premier secours aux forces de sécurité, de la protection civile et les autorités sanitaires de la région ont aussi constitué un des moments forts de cette cérémonie de lancement. Les travaux de validation du plan stratégique de la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et la nutrition ont débuté ce matin à Bamako. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours. Compte rendu, Maïmouna Guindo. Après quelques années de mise en œuvre du plan SRMNIA NUT 2020-2024, l'Office national de la santé et de la reproduction ONACR a procédé à l'évaluation à mi-parcours des performances des programmes de la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et de la nutrition dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et le district de Bamako. On en retient un bilan mitigé avec la réduction du taux de mortalité maternelle et la hausse du taux de mortalité néonatale. Nous faisons partie des pays où la mortalité maternelle et néonatale reste les plus élevées, malgré les efforts. Il y a eu des améliorations, mais ça reste encore très élevé, parce qu'on est à 325 pour 100 000 naissances vivantes. Il y a encore des efforts à faire pour améliorer, parce qu'on n'est pas arrivé à un niveau où ça peut beaucoup agir. Parce que si la planification familiale elle est bien faite, on a un taux de prévalence très élevé, ça va réduire au moins de 30% les décès maternels. Le présent atelier a pour but de présenter le rapport de cette évaluation aux différents acteurs afin de recenser leurs observations et propositions de recommandations pour enrichir le rapport. Cet atelier de validation est une opportunité de réfléchir collectivement sur nos réalisations, de reconnaître nos lacunes et de déterminer les prochaines étapes pour consolider, voire renforcer nos acquis. À la fin de ces 3 jours, nous attendons une amélioration de ce rapport parce qu'en réalité, c'est un rapport national. Tout le monde est là pour qu'ensemble, qu'on puisse essayer de voir effectivement, composante par composante, est-ce qu'on a pu atteindre nos résultats
attendu. Les acteurs du secteur de la santé, du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les ONG auront 3 jours pour faire des propositions d'amélioration de qualité afin de consolider le plan. Le monde de la littérature a perdu un monument hier. Il s'agit de la Guadeloupéenne Maryse Liliane Apolline Bocolon, connue sous le nom de Maryse Condé, journaliste, professeure de littérature et écrivaine française d'origine guadeloupéenne. Maryse est l'auteure d'une œuvre importante de renommée mondiale. Elle est surtout connue pour sa double publication Ségou, les murailles de terre, sortie en 1984 et 1985, dans lesquelles elle retrace la chute du royaume bambara du Ségou et parle de la riche architecture de terre des Ségou. Titulaire d'un doctorat en littérature à l'université de la Sorbonne Nouvelle, elle a enseigné dans plusieurs grandes universités en Europe et en Amérique. Maryse Condé nous a quittés à l'âge de 90 ans. C'était hier. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les informations contenues sur notre site web www.ortm.ml. Bonsoir.